France 24, LCP, Public Sénat, présente. Merci de nous rejoindre à Strasbourg, au Parlement européen. Nous allons aujourd'hui tourner notre regard à la droite toute de cet hémicycle et de ceux des 27 pays de l'Union européenne, car les rangs de l'extrême droite grossissent d'élection en élection. Le 29 octobre, les Néerlandais pourraient renvoyer en première position le PVV de Geert Wilders, qui a fait échouer d'ailleurs sa propre coalition conclue il y a un an avec le centre-droit. Et puis auparavant, la République tchèque a vu le retour au pouvoir du milliardaire populiste Andrej Babiš, dont le parti ANO a opéré un net virage à droite. Andrej Babiš qui rejoint d'autres gouvernements de droite radicale en Europe, l'Italie de Giorgia Meloni, la Hongrie de Viktor Orban et la Slovaquie de Robert Fico. Tous s'affirment trumpistes et d'ailleurs les deux derniers cités sont aussi des amis de Vladimir Poutine. Oui, alors d'ailleurs à Strasbourg, ici même, l'extrême droite européenne représente désormais un quart de l'hémicycle, mais est divisée en trois groupes. L'Europe des nations souveraines qui compte l'AfD allemande, les conservateurs et réformistes emmenés par Giorgia Meloni et plus nombreux, les patriotes pour l'Europe, troisième groupe du Parlement européen, créé par Viktor Orban, Marine Le Pen et Geert Wilders. Un groupe dont vous faites d'ailleurs partie, Virginie Joron, eurodéputée française, bonjour, membre bonjour. Des Patriotes pour l'Europe, c'est-à-dire le Rassemblement national en France. Vous allez débattre avec deux de vos collègues. Helmut Brandstätter, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé autrichien, membre du groupe Renew au centre du Parlement européen. Et on accueille également Javier Moreno Sanchez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé espagnol, membre du groupe des sociodémocrates ici au Parlement européen et en Espagne du Parti socialiste et ouvrier espagnol qui est au pouvoir en Espagne. On constate que les partis traditionnels, Monsieur Moreno Sanchez, remportent moins de suffrages et sont morcelés véritablement dans les hémicycles avec la difficulté de créer des coalitions. C'est une des raisons de cette montée en puissance de la droite radicale ? Puisque vous parlez de l'Espagne, on va parler de mon pays. Donc un gouvernement social-démocrate en coalition avec l'extrême gauche. Le pays qui a la plus grande croissance, le double de la zone euro, qui crée de l'emploi, qui est à l'avant-garde de l'égalité homme-femme, qui est à l'avant-garde des énergies renouvelables. Et malgré ça, l'extrême droite monte, effectivement. L'extrême droite n'existait pas jusqu'en 2013, depuis le retour à la démocratie. Depuis la fin de la dictature, il n'y avait pas d'extrême droite, ça englobait tout était englobé. Des libéraux jusqu'à l'extrême droite étaient tous sous le Parti populaire espagnol. En 2013, Abascal, le leader maintenant de Vox, décide de sortir. La société espagnole mûre accepte ça. Et Vox, c'est le parti d'extrême droite espagnol. Exactement. Et commence à monter. Mais il commence à monter parce qu'il grignote en fait le parti conservateur traditionnel qu'est le Partido Popular espagnol. Et nous continuons avec notre gouvernement pour les majorités sociales et c'est pour ça qu'on est un des derniers bastions et c'est un modèle, comme vous pouvez le voir, qui fonctionne. Le FMI le dit, le Financial Times le dit et ce n'est pas des journaux ou des organismes de gauche. Donc. Alors, Virginie Joron, en France, le Rassemblement national est en tête dans les sondages en cas de nouvelles élections législatives. À quoi est due la popularité de votre famille politique? Aussi à l'instabilité politique en France et l'impossibilité entre les partis traditionnels de dialoguer et de travailler ensemble? Alors déjà, permettez-moi de recentrer un petit peu la notion d'extrême droite, parce qu'effectivement, vous mettez ça en avant, et je pense que on part déjà très mal, parce que déjà de qualifier l'extrême droite de tel parti, c'est déjà ignorer, nous mettre une cible dans le dos. Et c'est ignorer aussi 18 millions d'Européens qui ne se pensent pas être extrémistes. Donc déjà, je pense qu'au niveau déjà des notions qu'on utilise... Là, on va dire que oui. c'est où vous siégez dans l'hémicycle. De droite radicale? Non, je parlerais des patriotes, de la droite peut-être conservatrice, mais pas extrême droite, parce que sinon c'est dénigré. On ne fait pas le débat sur l'extrême droite. Oui, mais c'est important parce que c'est le mot que vous allez utiliser pendant presque 15 minutes. C'est des éléments de langage qu'on connaît bien. Non, avançons. Non, mais parce que c'est important de rappeler que cette notion participe à la montée finalement, parce que les gens le considèrent que nous ne sommes pas de l'extrême droite. Et c'est pour cette raison aussi que de plus en plus il y a cette montée. On
l'a vu la semaine dernière avec le groupe ANO, qui n'est pas extrémiste droite, puisqu'avant il siégeait auprès du parti du groupe Renew, et qui à un moment donné, parce qu'il y a un bilan... Qui a été rejeté de ce groupe. Non, c'est lui qui... oui, mais c'est lui qui a annoncé qu'il partait, et en même temps, Valérie Ayer en a profité pour les sortir. D'ailleurs, quand vous revoyez les articles de presse, ils ont été soulagés de l'annonce de Babiš. Mais ce n'est pas eux qui les ont sortis, ils étaient déjà en difficulté. Donc il y a effectivement ce décalage entre la réalité de ce que vivent la population française et européenne, avec notamment les effets du pacte d'immigration, asile et migration, et surtout le pacte vert. Alors, en Autriche, pour justement parler de votre pays, dès l'an 2000, l'extrême droite est arrivée au pouvoir dans une coalition avec la droite traditionnelle. Ça a brisé un tabou pour toute l'Europe d'ailleurs. À l'époque, il y avait même eu des sanctions. Et cela, vous considérez que ça a dédiabolisé un peu la droite radicale pour lui donner une place dans les institutions ? Le problème de l'extrême droite en Autriche, ils ont été 3 fois au gouvernement. Et tous les 3 fois, le gouvernement n'a pas fonctionné. La dernière fois était le scandale d'Ibiza, la grande corruption, et le ministre de l'Intérieur était Herbert Kickl, il est le chef du parti maintenant. Et il a détruit notre service secret, que même les Français n'ont plus parlé avec nous, même on a eu des grands problèmes. Ça veut dire, quand l'extrême droite est au gouvernement, en Autriche, il y a des problèmes pour tout le peuple. Quand même, ils sont forts maintenant. Pourquoi? Parce que les autres partis ne peuvent pas expliquer que les solutions politiques ont besoin d'un peu de temps, qu'il faut des compromis. Il faut les expliquer. Alors, c'est même la faute des autres partis. Mais l'extrême droite, ce n'est pas la solution. Et le dernier point, ils ne sont pas des patriotes. Les FPÖ autrichiens, ils sont des amis de Poutine. Il dit on en parlera. Toujours ce que Poutine veut. Et ici, à Strasbourg, ils votent toujours comme Poutine. On en parlera et on interrogera ce lien avec la Russie, mais en tout cas, ce développement, cette montée des gouvernements de droite radicale en Europe est pour certains observateurs lié à un recul des droits de l'homme sur le vieux continent. Nous avons interrogé l'ONG Amnesty International qui est très inquiète sur ce sujet. Alors, de manière générale, on observe un recul des droits humains dans le monde et en Europe également. L'Europe n'est pas épargnée par ce retour en arrière un peu général qu'on observe depuis quelque temps. Dans certains pays en particulier, c'est vrai que c'est assez marqué. La Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, par exemple, où on voit que les droits des femmes, le droit à l'avortement, le droit des personnes LGBT, le droit des personnes migrantes étrangères sont particulièrement atteintes, que la société civile aussi est attaquée avec des lois qui la visent particulièrement, une répression du droit de manifester qu'on a documenté nous largement dans toute l'Europe. Monsieur Moreno Sanchez, en effet, vous observez plus précisément ces atteintes aux droits des citoyens et des minorités ? Bien sûr. C'est pour ça que notamment en Espagne, avec le gouvernement de Pedro Sánchez, on est très strict, notamment sur toutes les lois anti-violence machiste, égalité hommes-femmes, toutes les libertés ce qu'on appelle les LGTBI, enfin tous ces collectifs. Et on continue de défendre ça parce que sinon, effectivement, c'est un retour en arrière. Et tous ces progrès qu'on a obtenus ces dernières années, effectivement, cette vague d'extrême droite qui arrive risque de les remettre en cause. Et c'est des sociétés qui fonctionnent très bien. Allez en Espagne, vous voyez le dynamisme et tout le monde veut venir en Espagne. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Virginie Jaureau, quand vous observez certains de vos alliés, par exemple Viktor Orban, qui en Hongrie interdit la Gay Pride, est-ce que c'est un modèle pour vous ? C'est pas un modèle parce que dans le sens où nous, on défend d'abord nos intérêts, d'abord les Français avant les autres. Après, il est libre de faire ce qu'il veut. Je veux dire, on ne prend pas un État plus qu'un autre comme modèle. Nous avons notre propre politique, nous défendons nos propres valeurs. Et après, donc, ça revient à vos valeurs à interdire ou autoriser non, les pas du tout. Je veux dire, nous, on n'a jamais, sur ce sujet, on n'a jamais remis en question les droits LGBT, on n'a jamais remis en question le mariage pour tous, on n'a jamais remis en question les droits à l'avortement pour les femmes. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les patriotes, c'est quoi? On défend d'abord nos valeurs, nos intérêts, nos principes et on respecte les autres. Effectivement, on peut dénoncer cette politique, mais ce n'est pas à nous de juger ce dont les citoyens, à un moment donné, ont fait pour choix
comme dirigeant. Je pense qu'il a été voté dans son pays, des élus, il a été élu, donc il a respecté la démocratie. Donc si sa population a voté pour ce chef d'État, il faut respecter. Et donc vous votez en ordre dispersé aussi Bien au Parlement sûr, sur ces sujets sociétaux? Bien sûr, chacun est libre de voter ce qu'il a envie de voter. Et là, vous pouvez toujours vérifier. On est un groupe, les Patriotes pour l'Europe, avec des valeurs qui nous unissent, c'est-à-dire souveraineté, indépendance, et on ne souhaite pas trop de bureaucratie de Bruxelles. Et tout le reste vous désunit, l'économie, c'est pas une désunion, mais c'est un respect. C'est un respect des votes de chacun. Nous, ce qui nous lie, c'est la souveraineté de chaque État membre, de chaque parti politique. Alors quand on voit effectivement ces gouvernements de plus en plus autoritaires à l'image de Viktor Orban, on peut parler de Robert Fico, on va parler aussi des prochains, de ceux à venir peut-être aux Pays-Bas, avec un droit de veto au Conseil européen sans être gravement sanctionné, c'est-à-dire qui utilisent ce droit de veto comme manière de négocier des fonds européens par exemple. Est-ce que l'Europe est encore le continent des droits de l'homme? Oui. Ça, c'est la base de l'Union européenne. Mais vous parlez de Fico et Orban. Vous savez, ce sont deux nationalistes. Si Orban, vous connaissez, il montre la carte de Hongrie, le Grand Hongrie. Et la Slovaquie est part. Pour Orban, la capitale de Slovaquie, Bratislava, est Pozsony. Alors, ça, c'est le problème. Si les deux peuvent, à la fin, ils sont en guerre. Parce que Mitterrand a dit le nationalisme, c'est la guerre. Et pour moi, c'est le problème le plus grand de la droite, qu'ils sont nationalistes, et ça peut faire la guerre. Il y a parfois des intérêts divergents entre ces dirigeants souverainistes. Javier Moreno Sanchez, en tout cas, ces dirigeants de droite radicale ou d'extrême droite, ils ont un point commun, ils sont soutenus actuellement par Donald Trump. Est-ce que ce soutien du président américain, ça peut être un facteur qui accélère cette montée de la droite radicale européenne? Et des réseaux sociaux américains. Ce soutien se transforme en soumission de la part des droites européennes. Et malheureusement, je reviens toujours à mon pays, mais regardez Pedro Sanchez qui a dit non, il y a d'autres voies. Par exemple, sur la défense, on va augmenter, mais en maintenant la cohésion sociale. Parce que la paix, ça ne se joue pas seulement avec les armes, mais simplement aussi dans les sociétés. Quand Donald Trump annonce toutes ces barrières douanières, tous ces tarifs, ce qu'ils ne savent pas, les Américains, c'est les premiers qui vont être touchés, c'est eux qui sont déjà touchés par l'inflation. Et ça n'a aucun sens. On a toujours fait du libre commerce. Et donc, il faut continuer là-dessus. Et c'est clair que ça donne un mauvais exemple, parce que les forces d'extrême droite dans nos différents pays, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent suivre l'exemple de Trump. Et monsieur l'a dit, le nationalisme, c'est la guerre. L'a dit Mitterrand en 1995, dans cette maison, au Parlement européen. Donc, revenir au nationalisme, c'est pas bon. Ça fait quoi maintenant? Presque 7 décennies qu'on vit ensemble, qu'on a un projet commun, un destin commun, les Européens. On veut revenir en arrière? Je ne pense pas. Virginie Joureau, le lien avec l'étranger, vous dites nationalisme, et certains partis de votre famille politique ont été critiqués pour leur lien avec Vladimir Poutine. Même le Rassemblement national, avec depuis la rentrée directeur général de votre parti, Patrice Hubert, qui a noué d'importants réseaux avec Moscou. Le lien entre vous, votre famille politique et la Russie n'est pas rompu? Alors déjà, c'est quoi un important réseau? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous me l'apprenez, là, d'abord, cette information. Alors précisément, c'est un article du journal Le Monde qui précise que Patrice Hubert a entretenu une relation, un réseau avec l'oligarque russe proche de Poutine, Konstantin Malofoyev. Réseau. Alors moi, je ne sais pas concrètement ce que ça veut dire. Moi, ce que je sais par rapport à les dénonciations de la politique trumpiste, je l'entends, mais je pense qu'on est en train de faire la même chose là en ce moment en Europe. On est en train aujourd'hui de mettre au goût du jour, et moi je l'apprécie, c'est la préférence européenne. Dire aujourd'hui qu'on veut pour notre industrie de la préférence européenne, c'est nationaliste? Non, c'est qu'aussi on veut défendre nos propres intérêts. C'est incompatible avec soutenir Trump. Mais non, je ne soutiens pas. C'est pas du tout ça que je dis. Non, je ne soutiens pas Trump. Je soutiens la vision de Trump dans le sens où America First et donc Europa First. Tous les tarifs. Non, Europa First et même France First. J'ai envie de dire que chaque député européen doit d'abord penser à son industrie, à l'autre penser à tout ouvrir. On voit les résultats. Pourquoi vous vous plaignez de la montée de tous ces partis? Mais parce qu'il y a ce résultat qui... Dans votre groupe, il y a un Viktor Orban qui continue à importer du gaz russe parce que ça ne lui passe pas de problème et qui considère il va se faire sanctionner. On est en train de le sanctionner, on est en train de tout couper. Encore une fois, notre politique d'abord, et chaque député européen, enfin, qu'on se le dise, d'abord, on pense
à nos citoyens. Moi, je pense d'abord aux Français, après à l'Europe. Et la préférence européenne, pour moi, c'est pas un gros mot. Et pour revenir à ce que vous m'avez dit... Et sur Vladimir Poutine, est-ce que vous assumez le lien entre votre famille politique, entre les Patriotes pour l'Europe et Vladimir Poutine? Il n'y a pas à assumer quoi que ce soit. Je ne connais pas ces réseaux dont vous parlez aujourd'hui. Moi, concrètement, vous pouvez regarder, on a un registre de transparence, il n'y a aucun lien, il n'y a pas d'intérêt particulier ou même direct avec la Russie. Vous le savez très bien, parce que sinon si on avait vraiment des liens, ça ne serait pas que Le Monde qui reprendrait cette information, mais tout le monde ici au Parlement. Il y aurait déjà même un débat contre nous aujourd'hui pour dire attendez, il y a encore les marionnettes de Poutine ici au Parlement. Vous aviez reçu des financements russes et rompu avec cette pratique. Financement russe, à l'époque, comme vous le savez tous aussi en France, c'est qu'il y a eu un prêt bancaire avec un contrat avec une banque tchèque qui s'est fait racheter par les Russes. Ça, on n'est pas responsable de ce rachat. Et depuis ce prêt, il a été, je crois, soldé. Donc il n'y a plus du tout financièrement d'intérêt direct ou indirect avec des forces russes. Non, je veux dire très simplement. Trump veut détruire l'Union européenne parce que c'est très facile de faire des négociations avec des pays. Hein. Poutine veut détruire l'Europe aussi, parce qu'il veut une faible Europe. Alors, il faut une Europe souveraine, ensemble, très fort. Ça, c'est notre chance. Et la droite veut Trump. Trump est chômage pour l'Europe. Poutine est guerre pour l'Europe. Alors, seulement une Europe très, très forte, ça, c'est la chance pour le futur, hein, pour la génération. Moi, je dis toujours, moi, je suis la génération la plus heureuse de toujours en Europe. Il faut continuer, alors. J'avais toutes les possibilités. Et j'ai 3 enfants. Hein. Je veux qu'eux, dans 30 ans, ont les mêmes possibilités et la paix et une forte Europe sans frontières. Un mot de conclusion très rapide, Monsieur Moreno-Sánchez, sur la montée de ces droites extrêmes et leurs conséquences en Europe. Il faut les contrer. Il faut continuer avec nos programmes, nos politiques, parce qu'à moyen et à long terme, on se rendra compte que c'est la seule voie. Comme disait monsieur, entre Poutine et Trump, l'Europe doit être au milieu et on doit avancer avec une autonomie. Et on a tous les moyens pour le faire. Donc il faut simplement qu'on ait confiance en nous-mêmes. Et c'est la fin de ce débat. Merci à tous les 3 d'y avoir participé. Et merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes. L'actualité continue.